puisqu'on est dans un service de nutrition, mais on met très rapidement, surtout quand c'est indiqué, après évaluer les ingestats, une nutrition entérale par sonde nasogastrique avec des apports caloriques variables en fonction des ingestats résiduels. Ce qui on en a longuement discuté avec Vincent Fonta, mais également avec Pascal Guingamp quand j'allais encore aux Trois Épis. Ça a bien sûr des avantages sur le plan nutritionnel, c'est pour ça qu'on le met, mais également des avantages sur le plan psychiatrique et de la prise en charge psychothérapique. Parce que d'abord, ça rétablit une neurobiologie, je dirais, plus proche de la normale, alors que leur cerveau travaille avec des corps cétoniques et sur le mode de l'état de jeûne. À mon sens, ça dédramatise le temps du repas, parce que vous en aviez parlé à demi-mot les uns et les autres, notamment à domicile, c'est mange, bah oui d'accord, je mange, alors soit c'est la crise pendant le repas, soit c'est la crise après le repas, et moi j'ai l'habitude de leur dire que on leur apporte les calories qu'elles n'arrivent pas encore à manger, et après c'est le principe des vases communicants, plus elles mangent, moins on en met dans la sonde, et vice-versa. Et puis quand on en discute donc avec Vincent Fonta ou avec Pascal Guingamp avant, mais ça rend la psychothérapie plus efficace parce que leur cerveau fonctionne mieux, ça libère de l'énergie et du temps à l'introspection et ça rend la psychothérapie plus efficace. Je ne prétends pas faire de la psychothérapie, Vincent Fonta le sait très bien. J'ai ma façon à moi de le faire et il a sa façon à lui et je pense qu'elles sont complémentaires. C'est lui le thérapeute, c'est pas moi. On a des réunions hebdomadaires, donc avec Vincent Fonta et l'équipe, où on discute de tout concernant ces patients. Je commencerai par l'intensification ou non de la prise en charge nutritionnelle, hein, et je dirais l'avis du psychiatre est aussi important parce que la représentation, je dirais psychopathologique du renforcement du soutien nutritionnel ou de la mise en place d'une sonde nasogastrique eh bien, est important à prendre en compte pour savoir si on l'a fait et après quand on l'a fait et comment on l'a fait. On discute aussi de l'opportunité, je sais que j'avais commencé avec Pascal Guingamp et on a pris le relais avec Vincent Fonta d'introduire une chimiothérapie pour aider, notamment dans ces phases aiguës et on le fait dans le service assez facilement. Alors les chimiothérapies peuvent être variables en fonction du trouble, mais pour en avoir discuté longuement avec Pascal Guingamp quand j'allais encore aux Trois Épis, effectivement ça débloquait les situations dans tous les sens, aussi bien sur le plan psychiatrique que sur le plan nutritionnel. Et puis on discute, j'en ai déjà beaucoup parlé, Vincent aussi, des modalités du séjour après l'hospitalisation en aigu, SSR, Thomas pourra en reparler, retour à domicile avec toutes les difficultés, notamment pour la prise en charge psychothérapique, on en a abondamment parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et puis le suivi nutritionnel, généralement, ça c'est nous qui le faisons. Et donc nous, notre travail, il s'inscrit là, c'est travailler avec la patiente sur l'intérêt du maintien de nutrition artificielle ou non, travailler avec la patiente sur la poursuite de la psychothérapie, la réévaluation des traitements, puis travailler avec la patiente sur une réalimentation, puisque l'alimentation artificielle est faite en médecine aiguë, nous on va se focaliser plus sur une réalimentation spontanée avec la diététicienne et la fixation de micro-objectifs. Alors ça c'est notre attrait pour l'éducation thérapeutique, on travaille beaucoup en micro-objectifs. Fixer des objectifs trop ambitieux avec ces patients-là sur la période de temps durant laquelle on les prend en charge n'a pas forcément beaucoup de sens, même s'il nous arrive assez régulièrement de prendre en charge les patients pendant 6 mois. On va travailler sur une multiplicité de micro-objectifs pour que on arrive à mettre en place chez elles un sentiment de confiance. Voilà. Si elles arrivent à atteindre ces micro-objectifs, elles gagnent en confiance en elles, prennent conscience de leurs capacités, elles ont une question très spécifique, par exemple, est-ce que je sais faire les courses? On organise un atelier de courses, je pose des questions très spécifiques sur est-ce que je sais faire à manger? On organise un atelier cuisine. Elles ont des questions sur la charge calorique des aliments, et ça c'est très fréquent. Elles ont une consultation avec la diététicienne. Et donc on essaye de répondre de manière très précise à des questions très précises qu'elles se portent pour qu'elles puissent construire un projet concret au retour à domicile. Et ça dans un maximum de domaines en fonction de
nos capacités. La durée de séjour, qui est toujours la question primordiale quand on est chez nous, combien de temps je vais rester, à l'instar de ce qui se fait avec Pierre, on leur répond tant que ça vous est bénéfique. Alors on ne met pas en place de contrat de poids, ça me semble complètement aberrant. On ne met pas en place de contraintes, ça me semble aussi aberrant. Par contre, de manière hebdomadaire, en équipe et de manière mensuelle avec le psychiatre, on va essayer de voir quels sont les résultats de la patiente. On va essayer de revenir à la patiente et de lui expliquer voilà les résultats, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que vous êtes en échec, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous me proposez, ou à l'inverse, est-ce que là ça se passe bien, qu'est-ce que vous voulez mettre en place de manière supplémentaire, est-ce que vous êtes contente de là où vous êtes arrivé, ainsi de suite, l'aider finalement à se construire elle-même. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'aspect éducatif chez ces jeunes patients-là nous semble intéressant, et c'est une approche qu'on a adoptée de manière un peu similaire à ce qu'on fait pour l'obésité. Moi, je voudrais aussi insister sur ce que tu disais tout à l'heure avec l'apport du professeur Venisse, oui. Parce que l'anorexie boulimie, ça s'inscrit en fait dans des conduites addictives plus larges, et souvent, au cours du temps, on s'aperçoit qu'il y a des switches, des changements de conduite addictive, et il y a un certain nombre de patientes, même si on aborde la question par le côté alimentaire, vont développer par la suite, ou avaient déjà en elles, vont chercher d'autres solutions, en particulier dans la prise de substances psychoactives. Et ça, c'est vrai qu'initialement, on ne l'avait pas vu venir. Mais je pense qu'en tant que thérapeute, il faut l'avoir à l'esprit, et c'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que les conduites anorexiques sont des conduites adaptatives. C'est pas en soi une maladie comme on peut le concevoir avec d'autres, mais c'est purement adaptatif, et souvent, et on l'a vu dans le service, on a vu apparaître des patients chez qui on ne soupçonnait pas des conduites sous-jacentes avec des prises de médicaments ou de substances illicites. On a vu apparaître ça dans un deuxième temps. Et ça, c'est vrai que ça pourrait complexifier la prise en charge si on l'abordait uniquement sous l'aspect symptomatique. Mais dès qu'on commence à s'intéresser à la dimension psychopathologique de ces troubles, on s'aperçoit qu'en fait, ça ouvre des champs qu'on n'avait pas envisagés. Et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que à la fois il faut insister sur la temporalité longue de la prise en charge, ça me semble un élément majeur. Les conduites anorexiques, c'est un premier compromis qu'a trouvé la patiente. Nous, on vient pour essayer de réduire cette souffrance, mais ça risque de rebondir sur d'autres. Si la problématique n'est pas complètement résolue, ça rebondit sur d'autres conduites addictives, et c'est un peu ça qu'il faut aussi anticiper dans la prise en charge. Et je pense qu'il faut aussi décloisonner, et c'est ce que tu fais aussi, Myriam, avec les équipes d'addictologues, et je pense que c'est important, parce que c'est aussi une façon d'aller mieux, c'est aussi une conduite adaptative que peuvent avoir les jeunes, et auxquels on est confronté, aussi bien à l'hôpital qu'en ville. Moi, j'ai toujours une attention pour savoir d'où vient la personne, qui me l'adresse, comment elle est venue. Je me pose toujours cette question, je le trace dans le dossier, je garde toujours ça en tête, parce que j'ai envie de retenir si je suis déjà en situation de relais des soins, si je suis le premier médecin qui est consulté. Tout ça, c'est important pour cette dynamique-là. Comment la personne arrive à la consultation. Et puis, il y a cette question de la consultation, parce que avec la consultation, il y a toujours l'idée d'une rencontre préalable à l'hospitalisation. Ça, c'est un parti pris dans mon expérience, dans notre expérience au sein du service. La question de recevoir les personnes en consultation en amont d'une hospitalisation est très importante. On souhaite éviter
les hospitalisations et les admissions en urgence. J'essaye même d'éviter les transferts directs. Je me mets en position de faire de la psychiatrie de liaison avant d'accueillir quelqu'un dans le service pour qu'il y ait un temps de rencontre préalable, parce que dans mon expérience c'est vraiment important, parce que les admissions non préparées sont pourvoyeuses de sorties prématurées et de perte de vue. Alors de quoi est-ce qu'elle est faite cette rencontre préalable à l'hospitalisation? Il faut évaluer bien sûr le degré d'urgence, parce que entre l'urgence subjective annoncée et puis l'urgence médicalement objectivée, il y a parfois des écarts qui sont importants. Et il faut pouvoir discuter du projet thérapeutique. Évidemment, la première consultation a une dimension d'anamnèse, elle a une dimension de repérage des difficultés qui seront à traiter. Vous en avez déjà beaucoup donné d'écho. Il faut pouvoir repérer quelle est la dynamique psychopathologique qui paraît au prime abord à l'œuvre. Moi, j'accorde aussi de l'importance à repérer les attentes quant au séjour d'hospitalisation et la représentation quant aux soins. Parce que les personnes qui arrivent à l'hôpital, elles ont toujours des idées préconçues du séjour. Elles se sont fait une conception, elles ont déjà cherché des informations, il y a déjà eu le bouche à oreille, et il y a déjà une idée préconçue du séjour et des soins, et de les formuler dans le cadre de la consultation, ça produit des effets. Et toutes les questions qui émergent à la fin de la consultation sur le pas de la porte, parce que ça prend toujours un peu de temps de finir, il y a toujours des questions qui portent sur la séparation du fait de l'hospitalisation. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on ait dit de la question de la séparation, une hospitalisation, c'est une séparation. Donc c'est être sous un autre toit, c'est quitter le giron familial, c'est être dans un autre lieu que dans le temps familial. Et cette question va systématiquement émerger, quasiment systématiquement, soit pour dire à quel point elle est appréhendée, cette séparation, soit parfois, et c'est pas indifférent non plus, parfois parce qu'elle peut être exprimée comme un souhait, parfois du côté des patients, parfois du côté des familles qui ont porté beaucoup, qui ont soutenu beaucoup, qui vivent des conflits au quotidien, qui expriment le souhait de retourner vers l'apaisement et vers la déconflictualisation de la situation. Et puis, il y a les questions de la modalité de la renutrition. Évidemment, il y a toute la question de la psychothérapie, mais parfois on est aussi les garants de la réalité corporelle. Et quand on prépare l'hospitalisation, il y a toujours une arrière-pensée sur la modalité de la renutrition. Si on pressent la nécessité d'une nutrition médicalisée, d'une nutrition par sonde nasogastrique, et s'il est pertinent d'en parler avant l'hospitalisation, on le fait, pour dire que peut-être on aura besoin de préconiser cela. Et les patients sont aussi avertis qu'en cas de situation somatiquement complexe, on va se tourner vers le service de nutrition, soit pour demander un avis, soit pour demander un relais temporaire de la prise en charge en nutrition. Autrement dit, dans les situations, là évidemment je parle des situations les plus délicates, les plus dramatiques, les plus inquiétantes, il y a quelque chose dans notre discours qui est incarné du côté des limites. Le deuxième point sur lequel j'aimerais pouvoir prendre un peu de temps, c'est la question du passage de relais en fin d'hospitalisation. On se sert autant que de besoin du dispositif de soins hospitaliers en hospitalisation de jour pour consolider les soins en post-hospitalisation ou parce qu'on commence à pressentir qu'il faudra des soins dans la durée. Si on a commencé des entretiens familiaux pendant l'hospitalisation, on va les poursuivre après le retour à domicile, aussi dans cette idée qu'il n'y ait pas de marche trop grande entre les deux. Et donc dans notre service, on a développé les entretiens familiaux joints. On n'a pas véritablement les moyens d'une thérapie familiale avec des dispositifs très lourds, mais on a développé les entretiens familiaux joints qui sont réalisés par un psychiatre référent qui est impliqué dans les soins et par un psychologue qui reçoit le patient et les familles. On reçoit donc les familles à deux et ça nous permet d'aborder les mouvements psychiques. Évidemment, ce serait trop long de développer ici, mais on y aborde les mouvements psychiques familiaux. Et parfois, ils permettent d'accompagner le processus d'émancipation. Pour finir, le dernier mot, c'est la question des situations durables et des situations complexes. On sait que dans les troubles des conduites alimentaires, il y a 20% qui vont être des troubles qui vont durer dans le temps.
Alors moi je le dis souvent aux équipes, il y a un biais en milieu hospitalier parce qu'on en voit beaucoup plus, parce que forcément les situations qui durent sont les situations qui ont le plus de raisons d'avoir besoin de cet étayage, de cet ancrage hospitalier. Donc on a besoin de penser les soins dans la durée, parce que le projet de soins doit rester dynamique, il faut rester créatif, il faut rester thérapeutique. Il y a toujours cette arrière-pensée dans les soins, de rester créatif. Et ça rejoint ce que vous avez dit, et j'ai beaucoup d'attention à cette dimension des petites étapes, parce qu'effectivement, il faut toujours avoir des objectifs de soins réalistes, mais parfois, pour les situations qui durent, qui sont difficiles, qui ont déjà quelques années derrière soi, il faut pouvoir penser les soins par étapes thérapeutiques avec des temps pour cibler quelques objectifs thérapeutiques et se dire que parfois, si on arrive à passer d'un BMI de 14 à un BMI de 15, c'est déjà un succès et c'est déjà beaucoup de conséquences somatiques et psychiques et il faut pouvoir le soutenir. Je vais essayer d'être vraiment très très court, juste pour repositionner un petit peu ce qui se passe dans le Haut-Rhin. Effectivement, chez nous, le camp de base, c'est Libertad, donc c'est l'hôpital de jour. Peut-être de par mon approche et ma pratique et ce que j'ai connu en hospitalisation, j'ai depuis longtemps cette idée que le moins j'hospitalise en situation temps plein, le mieux je suis aidant pour les patients ou les patientes. Donc c'est vrai que l'idée c'est quand même vraiment de développer dès que possible la prise en charge ambulatoire avec peut-être des temps hospitaliers, mais cette prise en charge ambulatoire commence avant, se poursuit après. Hein. Voilà, donc juste un exemple de soin, par exemple une jeune femme anorexique depuis 2 ans adressée par son médecin traitant ou qui a eu nos coordonnées par ARTA, par exemple. Donc comment ça se passe? Elle est vue par une infirmière rapidement. Ensuite, on a une réunion, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, voilà. Donc c'est un temps un petit peu de bilan et de réflexion institutionnelle déjà au départ, évidemment. Ensuite, il peut y avoir un suivi infirmier, parce qu'on est peu nombreux, je pense que vous l'avez compris. Moi, je n'ai pas un agenda totalement extensible. Hein. Donc, un suivi infirmier qui va, en attendant que je puisse voir la personne. Il peut y avoir, à ce moment-là, clairement, nous proposons, dès le départ, dès la première rencontre, les groupes de parole ARTA, et heureusement qu'ils existent. Hein. Et puis aussi tous les supports qu'on a mis, vidéos, médias, sur le site d'ARTA. La personne peut participer au groupe de parole que nous avons mis en place à Libertad le mercredi après-midi, dès l'origine, pour que les scolaires, les plus jeunes puissent venir. Ce groupe de parole, qui était réservé à l'hôpital de jour, finalement, on l'a ouvert à l'ambulatoire, on l'a ouvert aux patients hospitalisés en psychiatrie à Colmar, on l'a ouvert aux patients des 3 épis. Et donc, c'est vraiment un melting pot de population. Et ça, c'est très, très intéressant, vraiment, comme dynamique de travail. Alors, c'est vrai que l'approche addictologique fait que les groupes de parole sont dans notre ADN, ça, clairement, et c'est animé par toute l'équipe institutionnelle. Et puis, de temps en temps, évidemment, il peut y avoir des temps d'hospitalisation. Soit on essaie de voir où. Hein, on a cette chance, effectivement, d'avoir quand même aujourd'hui cette possibilité d'orienter en nutrition ou en psychiatrie. Et puis l'hôpital de jour, c'est des choses qui sont, c'est pas tout à fait les mêmes pratiques, les mêmes traditions, mais c'est tout à fait comparable avec des activités sur 2 ou 3 demi-journées, des activités qui ne sont pas spécifiques, comme le photolangage, l'écriture, et des activités qui sont thérapeutiques et qui sont spécifiques vraiment des troubles alimentaires, comme autour des sens, des saveurs, le corps se dessine, les accords du corps, le toucher thérapeutique, etc., etc. Et puis des repas accompagnés. Chez nous, on les appelle comme ça parce qu'on ne surveille pas. C'est un temps, on va dire, d'entretien infirmier pendant le moment le plus anxiogène de la journée. Voilà. Et donc, je ne suis pas là pour te surveiller, pour te dire ce que tu dois manger. Ça, peut-être, tu connais trop bien ça, mais je suis avec toi dans ce moment-là. C'est ça un petit peu l'idée. Et les thérapies, les prises en charge familiales. Un deuxième exemple, quelqu'un qui vient du nord d'Alsace, adressé aux 3 épis par le professeur Pradignac. Bonne alliance thérapeutique. On décide de mettre en place des thérapies de famille, à ce moment-là, on fait descendre les patients, ça a lieu à Libertad. Et c'est arrivé un certain nombre de fois que je suive, après les 3 épis, j'acceptais de suivre des familles parce que c'est un petit peu notre compétence ou notre spécificité sur cette approche systémique.
Mais évidemment, je ne peux pas suivre tout le monde. Et puis, je voulais dire, en terminant, qu'on a donc du coup des situations comme ça, suivies à Strasbourg et Colmar, de par cet itinéraire dans les réseaux, avec un double suivi psychiatrique par Myriam et moi-même, avec une infirmière en plus de Libertad, avec les thérapies familiales. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Je voulais dire juste ça pour terminer. Au moment où les patients sont demandeurs de soins, c'est clair que les étayages multiples et complémentaires sont les bienvenus. Moi, j'ai une image que je leur donne qui n'est jamais très heureuse pour l'anorexie mentale, un gros rocher comme ça. Si on vient pour le faire bouger, hein, si on vient avec un petit bâton, un deuxième bâton, ça ne marche pas, on casse les bâtons. Mais si on met vraiment une dizaine de bâtons aux bons endroits et que de façon coordonnée, on exerce une action, on va dire, thérapeutique, à ce moment-là, on peut peut-être faire bouger les choses. Et c'est vrai qu'on sait qu'il faut être complémentaire, coordonné et modeste, parce que ça ne dépend pas de nous. Cette histoire, on explique qu'il n'y a pas de géant qui va venir prendre le rocher et tout arranger comme ça. Ça, non, ça n'existe pas. Des fois, 3 épis, si on compte un petit peu sur les miracles de la chapelle en face, mais bon, voilà. Donc, surtout, on est modeste, parce que ce moment où la personne rentre de nouveau dans l'élan vital, dans l'envie de vivre pour elle-même et de façon autonome, on sait que ça ne dépend pas que de nous. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je crois qu'on peut peut-être quand même se poser la question s'il y a des questions sur le chat. Il y a eu pour l'instant des questions sur comment on peut mettre en place un peu mieux le réseau, des annuaires par exemple, l'articulation ado-adulte, hein, entre les équipes ado et adultes, ça c'est vraiment un questionnement. Effectivement, là il faut qu'on avance. L'annuaire existe, hein, à ma connaissance. C'est un annuaire national. La FFAB, effectivement, assure un annuaire national, donc les structures de soins sont référencées dans la FFAB au sein de ARTA et mises à jour. Mais au sein de ARTA, on essaie de mettre en place un annuaire avec des intervenants et en particulier libéraux. Il serait important d'avoir des noms et d'adresses de psychiatres, je dirais, compétents et appétents pour prendre en charge ces patients-là, que ce soit dans le domaine de la pédopsychiatrie pour les plus jeunes ou au contraire les adultes et si possible dans toute l'Alsace. Et on sait qu'il y a des zones blanches. Alors peut-être elles sont blanches parce qu'on ne connaît pas les appétences et les compétences locales. Et peut-être que cette journée, c'est aussi de les faire émerger. Mais si jamais c'était des réelles zones blanches, éventuellement favoriser, je dirais, l'installation de confrères dans ces zones géographiques-là pour pouvoir, comme je ne sais plus qui disait, je crois que c'est vous qui le disiez tout à l'heure, décentraliser la prise en charge et la rapprocher au plus près de là où habitent les patients ou les patientes. Alors, bien sûr, vraiment la question de la formation des futurs psychiatres, c'est du quotidien, hein, puisque nous formons en permanence des médecins dans les unités d'hospitalisation, en hospitalisation de jour, en pédopsychiatrie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un discours dominant de spécialisation, et quand les médecins s'installent en ville, ils ont souvent une pratique très plurielle, ils n'ont pas nécessairement le souhait d'être fléchés spécialisés TC. Alors nous le savons, nous avons quelques confrères avec qui nous avons travaillé et avec qui on peut travailler en lien. Et on a la double contrainte d'avoir un annuaire qu'on aimerait pouvoir rendre visible, et à la fois avec des thérapeutes qui souvent préfèrent être dans un petit peu de troubles alimentaires, mais pas trop. Mais je crois que ça se fera petit à petit parce que les mentalités évoluent, parce qu'il y a aussi des moments comme ça pour échanger, parce que ceux qui nous écoutent pourront nous dire il y a peut-être des gens qui vont nous donner des retours par rapport à ça, et ça se fera petit à petit, mais il faut qu'il y en ait plusieurs qui sortent du bois pour que ça puisse marcher. Alors, je reprends un temps de conclusion pour remercier vraiment la qualité des échanges de cet après-midi, ces entrecroisements de propos. Il y a eu beaucoup de résonance, beaucoup d'échos. Je pense que c'était très constructif de discuter ensemble comme cela. Merci pour avoir témoigné tout en présentant ARTA. Je vous souhaite une bonne suite de journée.